Merci d'écouter RFM, il est midi et voici le grand journal. À la une, la réponse des avocats de Khalifa Sall aux avocats de l'État. Pas question de cautionner ou de rembourser 1,8 milliard de francs CFA pour obtenir la liberté du maire de Dakar, selon maître Seydou Diagne que vous entendrez. Le procès des fausses pièces d'état civil de Diourbel, les 3 agents de la mairie prennent 6 mois ferme. Notre correspondant sera en ligne tout à l'heure. La guerre entre comédiens et islamologues, la polémique sur les sketchs Ramadan sur les télés le soir. On en parle dans cette édition. Le grand journal au sommaire également, l'actualité internationale qui sera présentée par Sornana Tambaï. Un dialogue national sur la paix et la réconciliation s'est ouvert en Gambie. Les initiateurs veulent résoudre la crise entre des communautés du pays. Dernièrement, des Gambiens se sont opposés au maintien des troupes de la CEDEAO dans le pays et il y a eu des affrontements. En Côte d'Ivoire, le Front patriotique ivoirien sur le pied de guerre. Le parti que dirige Pascal Affi-N'Guessan organise une grande manifestation samedi prochain. C'est pour protester contre la crise sociale et les récentes mutineries des soldats. Nous parlerons également d'un attentat survenu à Mogadiscio. À suivre le journal des sports de Cheikh Tidiane Diagne. Football, suite ce jeudi des 16e de finale de la Coupe du Sénégal, un match entre clubs de Ligue 2 en attraction. Notez d'ores et déjà la chute du Yaraf et du Casa Sport à l'étape des 16e de finale. Nous nous rendrons à Ziguinchor pour parler de la relance de l'athlétisme et les autorités sont appelées à mettre la main. Et pour parler football aussi, nous reviendrons sur les difficultés que rencontre le Yaraf. Point de vue, un salon de l'habitat, un nouveau salon de l'habitat social qui se prépare à Dakar. Y a-t-il vraiment une politique d'habitat social au Sénégal? Débat aux alentours de 12h30. La mort tragique de 2 enfants dans le quartier Guinaouraï de Louga, morts dans un incendie. Et comme lors d'un autre incendie mortel, celui des parcelles destinées à Dakar il y a quelques semaines, ces jeunes victimes de Louga sont eux aussi des frères. Alousseinou Diagne. Le feu s'est déclaré peu avant la rupture du genre dans la concession d'Assane Drabé au quartier Guinaouraï de Louga, à la frontière avec la commune de Guidilé. La violence et la rapidité des flammes ont coûté la vie à 2 enfants, âgés respectivement de 4 et de 2 ans. Selon leur grand-mère qui était seule à la maison au moment du drame, probablement les petits ont pu disposer d'une boîte d'allumettes avant de mettre le feu sur le matelas sur lequel d'ailleurs ils étaient couchés. Les appels au secours ont alerté les passants et les voisins qui ont lutté avec détermination pour maîtriser l'incendie. Des enfants gravement brûlés ont été finalement retirés des décombres et ils ont été acheminés par le soin des sapeurs-pompiers à l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga où ils ont succombé à leurs blessures. La police, de son côté, a ouvert une enquête pour déterminer les véritables causes du drame. A signalé que plusieurs maisons d'ailleurs dans ce quartier ne disposent ni eau ni électricité. Louga, Alousseinou Diagne, RFM. Ndarilo, inhumé à l'instant à Rufisque, le célèbre artiste plasticien décédé la semaine dernière en France. Ce matin, à la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar, un dernier hommage a été rendu au sculpteur par ses proches et par le monde de la culture. Reportage de Madjigen Samp. Tout d'un coup, les mots deviennent lourds, les cœurs serrés. Impossible de faire des témoignages tellement la tristesse envahit la famille du sculpteur Ndarilo. D'humeur morose, la veuve peine à lever les yeux, larmoyant. Sa tante ne retient que du bien de son défunt neveu. Sa femme est une grande croyante. Elle croit en Dieu. Elle sait que maintenant, la tâche lui revient de soutenir ses enfants parce qu'elle a de petits-enfants. Elle savait que son mari allait partir parce que pas plus tard que le mois dernier, elle était en France. Elle est partie voir son mari. Elle tient le coup, elle croit au bon Dieu. Une perte regrettable pour ses collaborateurs. Delphine Calmette, directrice de la galerie Le Manège, elle représente l'Institut français. Dari avait été fait chevalier des arts et des lettres de la République française en 2010.
par Jacques Chirac, donc il faisait partie aussi de l'histoire des arts et des artistes en France. Donc c'est à toutes ces dimensions de l'artiste et de l'être, l'homme pieux, l'artiste, l'ami, que nous rendons hommage aujourd'hui. Avec 2 prix de la Biennale des Arts en 2002 et 2008, le sculpteur laisse derrière lui un patrimoine culturel riche, d'où l'appel de quelques amis à préserver ses œuvres. C'est le seul artiste qui a gagné 2 prix de la Biennale des Arts. Toutes les galeries veulent exposer ses œuvres. Il nous a laissé un riche patrimoine, alors tâchons de les préserver. Homme qui marche, parmi les œuvres les plus connues de Ndari Lo, le maître du fer, comme l'appellent certains, est parti à jamais. D'autres consacrations pour Ndari Lo aussi. On peut citer son titre de lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour les arts en 1999. Cette cérémonie d'hommage ce matin à la levée du corps, il y avait aussi le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La pharmacie Le Galloir de Ndiakhirat dans le département de Rufisque, pharmacie visitée hier soir par des cambrioleurs. Les malfaiteurs ont tout emporté, médicaments, argent. Ils l'ont laissé au docteur Diptine, le propriétaire. Il dit, au bout du fil, quand il nous a appelé ce matin, il dit qu'on lui a laissé que des sirops. Le gardien, le vigile, a été interpellé par la gendarmerie pour enquête. Il est suspecté pour n'avoir pas été sur les lieux au moment des faits. Problème de santé à Mérina Dakhar, c'est dans le département de Tivaouane. Impossible de recevoir des soins de qualité. Un petit poste de santé qui reçoit des centaines de patients chaque semaine. Oui, les infirmiers, ils sont débordés. Cheranta Diop. Mérina Dakhar, une commune située dans le département de Tivaouane et à quelques kilomètres de Pékesse, l'accès aux soins de qualité constitue un véritable casse-tête des populations. Le poste de santé enregistre tous les jours des consultations de près de 70 patients. L'infirmier chef de poste a plaidé pour le relèvement du plateau technique du poste de santé en l'érigeant en centre de santé. Momodou Ngom. Pour les constats chaque jour, on va avoir de nouveaux cas. Mérina se situe à 10 km de Pékesse. Elle couvre une population de 1544 habitants. Mérina, la maternité peut recevoir 4 à 5 accouchements. Nous espérons, sous peu de temps, des solutions pour régler le problème. Une doléance que le maire de la localité Aïmirining a promis de transmettre aux autres autorités sanitaires qui sauront apprécier une telle éventualité. Le poste de Mérina Dakhar est un poste qui est pour la restauration du village. Mais au-delà même de la commune, vous voyez qu'il y a des malades qui viennent de partout, aussi bien de la commune de Pékesse, de Koul jusqu'à Tilmaha. Vous avez vu que tous les jours, dès le matin, vous voyez plus de 70 personnes qui font la queue, simplement pour des consultations. Or, il y a des normes dans ce domaine. Alors, c'est pourquoi ils pensent à un centre de santé. Cela va permettre justement de soulager les patients. Pour soulager les femmes de Mérina Dakhar, une maternité verra bientôt le jour, financée par des partenaires italiens. La maternité va permettre de relever le taux de fréquentation des consultations prénatales jugées trop faibles. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. On vous en parle depuis quelques jours, cette affaire de fausses pièces d'état civil établies par des agents de la mairie de Diourbel qui avaient été arrêtés, puis déférés et placés sous mandat de dépôt. Le procès s'est déjà tenu. On attendait le verdict. Il est tombé tout à l'heure. 6 mois ferme pour les auteurs de ces actes, Babacar Diouf. Le tribunal de grande instance de Diourbel a disqualifié la charge de falsification des sceaux de la République, mais retiendra celle d'association de malfaiteurs de faux en écriture publique contre les prévenus Pape Malik Ndao, Khadim Thiam et Daouda Lam. Ils ont été condamnés à une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme. Quant à Djibigé, il a été relaxé des faits d'association de malfaiteurs, mais condamné à 2 ans avec sursis. Le tribunal n'a donc pas suivi le procureur de la République qui, dans son réquisitoire, avait indiqué que les 4 prévenus dans cette affaire de confection d'actes d'état civil à la mairie de Diourbel étaient tous coupables. Pour rappel, ces désormais ex-travailleurs du service d'état civil de la mairie de Diourbel avaient été épinglés pour avoir organisé un réseau de confection d'actes de naissance à l'insu de l'officier d'état civil principal. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. La réaction des avocats de Khalifa Sall après la sortie de Maître Baboukar Cissé. L'avocat de l'État dans cette affaire a déclaré sur cette antenne que le maire de Dakar peut bénéficier d'une liberté provisoire s'il
verse la caution d'1,8 milliard de francs CFA. Une éventualité que la défense du maire de Dakar exclut. Pas question de payer une caution ou de rembourser. Les avocats de Khalifa Sall exigent par ailleurs la libération de leurs clients parce que la loi lui permet de participer à la campagne électorale pour les législatives. Khalifa Sall, tête de liste de la coalition Manko Tahaou au Sénégal. L'un de ces avocats, donc, Maître Seydou Diagne, était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Et là, je Goudienne. 100 jours après l'incarcération de leurs clients, les avocats de Khalifa Sall campent sur leur position. Ils ne pensent pas à cautionner ou à rembourser pour lui faire bénéficier d'une liberté provisoire. Maître Seydou Diagne fait partie des conseils du maire de Dakar. La liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure. Que vous soyez à la Cour suprême, que vous reveniez, qu'il y ait d'autres procédures, etc. À tout moment, même au moment du procès. Donc, nous avons la latitude et la liberté d'appréciation. Le moment venu, ça se fera en concertation avec M. Khalifa Sall et toute la défense. Mais sur l'initiative de la caution, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une initiative de la défense et ce n'est pas non plus une initiative de M. Khalifa Sall. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, ni pour Khalifa Sall, ni pour ses avocats. Au-delà de la contestation des faits, la défense de Khalifa Sall demande à l'État de respecter la loi. Pour eux, la tête de liste nationale de la coalition Manko Tahaou Sénégal a le droit de battre campagne et de participer au vote. Le Sénégal a signé et ratifié des traités et conventions sur le plan international qui interdisent qu'une personne investie, qui a des droits politiques, que ces droits politiques soient entravés par une majorité au pouvoir, simplement pour des raisons politiques. Avant le vote, M. Khalifa Sall a le droit de faire le tour du Sénégal 10 fois, autant de fois qu'il le veut, pour convaincre les Sénégalais. Le problème au Sénégal, c'est qu'on pense que dans les procédures pénales, la défense pénale ou bien l'aspect pénal se limite au code pénal et au code de procédure pénale. Nous invoquons des dispositions internationales qui engagent la signature de l'État du Sénégal. Maître Seydou Diagne et ses confrères affichent leur détermination à aller jusqu'au bout dans le combat pour faire sortir de prison le maire de la capitale sénégalaise. Khalifa Sall, emprisonné pour détournement présumé d'1,8 milliard de francs CFA dans la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. La dernière sortie de Macky Sall, le président de la République, président de l'APR et de la coalition politique Benno Bokk Yakaar, qui minimise les contestations dans son camp au lendemain des investitures pour les législatives. Comment expliquer ce qui ressemble à un excès de confiance de la part de Sall? C'est parce que peut-être il y a un émiettement de l'opposition et une probable redistribution des cartes dans le camp présidentiel. Tentative de réponse dans ce sujet de Georges Déthié Diop. Aucun souci, aucune inquiétude. Macky Sall dit être sûr de la victoire de sa coalition au soir du 30 juillet prochain. Cela malgré les frustrations nées des investitures. Levé de bouclier dans son propre camp, c'est parce que, selon Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le camp d'en face ne pèse pas parce que divisé. Là, il est rassuré par rapport à ses adversaires parce qu'il sait que devant lui, l'opposition ne constitue pas un danger pour menacer sa majorité. Et là, il est confiant. Et d'ailleurs, le discours qu'il tient, ça veut dire tout simplement qu'il est rassuré et qu'il est pratiquement sûr de sa victoire. Mais ça fait quand même un excès de confiance. Mais cela s'explique par la situation. Pas que la division de l'opposition qui dope Macky Sall. Il maîtrise aussi ses alliés mécontents du reste. Il sait qu'il fait la promesse qu'il va y avoir une redistribution des cartes, une redistribution des fonctions au lendemain des élections, et il sait le comportement donc de ses alliés, et le problème serait résolu. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas de trouble, qu'il n'y a pas de menace vraiment sérieuse sur sa victoire. Il a les cartes en main, donc il va faire une redistribution, et à partir donc de ce moment-là, il va trouver une solution. Ça n'inquiète pas dans tous les cas. L'AFP pas contente, il se susurre même une rencontre avec Moustapha Niasse. L'URD gronde, au Parti Socialiste, tout le monde n'est pas content. C'est le cas à l'APR. Autant de frustration que Macky Sall doit gérer. Georges Déthié Diop, merci. Midi, presque 14 minutes, le grand journal sur RFM, la suite. RFM 94.0, la radio en puissance.
Le ramadan sur les chaînes de télé sénégalaises, la distraction a pris le dessus sur la dévotion. Selon certains commentaires, les sketchs tournant en dérision la religion musulmane sont légion. Les islamologues condamnent cette attitude des comédiens. Le président national de l'ARCOTS, une association qui regroupe justement des comédiens sénégalais, et même le président, il parle d'un déficit de culture islamique et appelle à des concertations. Anna Rocha. C'est la période des sketchs, la traite aussi des comédiens. Sauf que beaucoup de séries diffusées sur nos chaînes de télévision en cette période de Ramadan heurtent la sensibilité des islamologues et pas que. Imam Makhtar Ndiaye. N'oubliez pas que ce mois de Ramadan est un mois de recueillement et non de loisirs et de distractions. Par conséquent, ces sketchs constituent en quelque sorte une forme de profanation, je dirais, de dénigrement et de sabotage même de l'islam, qui est une religion sacrée à laquelle on ne doit pas jouer avec. Il faut qu'on arrête ces sketchs en ce mois béni de Ramadan si nous voulons véritablement purifier notre âme. Relativiser s'impose. Tous ces sketchs ne sont pas bons à jeter à la poubelle. Même si le président national des artistes comédiens du théâtre sénégalais avoue avoir reçu plusieurs plaintes sur leur moralité. Pape Faye. Je suis le premier à être désolé de cette situation-là. C'est vrai que nous avons eu des retours qui ne sont pas très favorables pour certains sketchs qui passent. Il y a d'abord un problème de formation au niveau de certains comédiens, aussi un problème de culture islamique. Parce qu'en fait, pour faire des sketchs pendant le Ramadan, je pense qu'il faut être suffisamment outillé, intellectuellement, pour pouvoir parler de certains aspects. Le comédien appelle par ailleurs à des discussions préalables entre diffuseurs, artistes et sponsors. Pafaï. Il y a moins de 2 ans d'ailleurs, il y a le CNRA qui avait convoqué une réunion dans ce sens-là. On avait attiré l'attention des comédiens, que ce soit des comédiens, des réalisateurs sur les produits. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Bon, alors, mais ça ne suffit pas. Imam Makhtar Ndiaye propose, lui, salle de Coran, des conférences religieuses, n'est-ce pas, et autre chose. Le coup est déjà parti pour 2017, mais pour un sujet d'Anna Rocha qui n'est pas arrivé à terme. Toutes nos excuses, on retrouve ce sujet dans notre grand journal en Wolof tout à l'heure. Et notre reportage Ramadan ce midi à bord des calèches de Ndiaganiao, aussi dans le département de Mbour. À Ndiaganiao, donc, les charretiers, à cause du jeûne, ils diminuent leur temps de travail. Ils disent pourquoi dans ce reportage notre correspondant Abdourahmane Diallo. Nous sommes à Ndiaganiao, à la place publique, non loin du foyer des jeunes, chevaux et ânes détachés des charrettes le temps d'une pause. Sous un arbre, 3 conducteurs de charrettes sont allongés sur une natte. La faim se lit sur le visage de Tierno Thiandoum. On commence le travail tout le matin pour rentrer avant 11h, car on ne peut pas rester sous le soleil sans manger ni boire. Et dans l'après-midi, tu ne peux plus faire grand-chose. À 7h, tout le monde est fatigué. Ndiogu Sen donne à manger son cheval. Quant à lui, il n'a pas mangé depuis 5 heures et c'est à cause du Ramadan. C'est difficile, je vous assure. Imagine, même après la rupture du jeûne, il faut aller chercher de quoi donner l'animal pour manger. Et là, tu es obligé de monter sur les arbres et autres pour trouver ça, car il n'y a plus d'herbe qui pousse. En cette période du Ramadan, le travail est dur pour les conducteurs de charrettes. Modoutine estime qu'ils peinent même à trouver des clients. C'est pas facile, et vous le savez plus que moi. Il y a beaucoup de dépenses au mois de Ramadan. Donc si tu n'as pas d'argent, ça devient compliqué. Et pour pouvoir pallier le travail et le Ramadan, les conducteurs de charrettes de Ndiaganiao réduisent le temps du travail, mais aussi les marchandises apportées, ce qui impacte forcément sur leur chiffre d'affaires quotidien. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM. L'actualité internationale. Avec Sorno Natambaye, bonjour. Bonjour, Baba. La Côte d'Ivoire, le FPI de Laurent Gbagbo se prépare à c'est pas la Côte d'Ivoire? La Gambie. La Gambie, alors. La Gambie, un dialogue national consacré à la paix et à la réconciliation qui commence. Les initiateurs veulent ainsi résoudre le conflit qui oppose 2 communautés. Il y a quelques jours, des jeunes de Kalilaï avaient manifesté pour exiger le retrait des troupes de la CEDEAO d'Aoudou Diouf.
L'objectif, c'est de résoudre de manière pacifique les récents affrontements violents et mis aux prises des jeunes originaires de Kanilaï, fief du président déchu Yahya Jammeh, et les membres de la communauté de Foni. Ce dialogue se tient sous l'égide du Conseil national pour l'éducation civique, une structure mise en place par le pouvoir d'Adama Barrow. Il faut dire qu'à Kanilaï, les jeunes avaient exigé le retrait des troupes de l'économique de leur localité lors d'une manifestation qui a dégénéré et en fait un mort et plusieurs blessés du côté des manifestants. Dans son discours, le président du Conseil national pour l'éducation civique, M. Serine Faye, a déclaré que cela faisait partie de son mandat, c'est-à-dire éduquer, conseiller et sensibiliser les citoyens à le devoir civique afin que les acquis démocratiques puissent durer ainsi que la paix sociale. Il a ainsi appelé toutes les parties en conflit à mettre de côté leurs divergences, en particulier dans un contexte actuel. Daouda Diouf, après la Gambie sur Nona Tamba et la Côte d'Ivoire, c'est maintenant le FPI de Laurent Gbagbo qui se prépare à une grande journée de mobilisation. Une manifestation prévue samedi prochain. Le Front patriotique ivoirien veut protester contre la crise sociale mais aussi les mutineries de mai dernier. Le président du FPI, Pascal Affi N'Guesson, était avec nos confrères de Radio France Internationale. En RDC, les victimes de Bosco Taganda demandent des réparations. L'ancien chef de guerre a parlé devant les juges de la Cour pénale internationale pour répondre aux accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri. Dans cette partie de la RDC, les familles des victimes veulent la vérité, mais aussi des réparations. Selon une ONG sur place, le procès donne un signal fort pour toute la communauté. Plus de 400 cas de violation des droits de l'homme ont été répertoriés l'an dernier sur l'ensemble de la province. L'interrogatoire de Bosco Taganda se poursuit aujourd'hui. La Somalie, un attentat suicide qui fait 18 morts. C'est à Mogadiscio, la capitale. L'attaque s'est produite après la rupture du jeûne. En plus de la voiture bourrée d'explosifs, les terroristes ont tiré des coups de feu, d'après quelques témoins. Les détails avec Soda Cham. L'attaque a débuté par l'explosion d'un véhicule suicide et a visé 2 restaurants voisins. L'opération est terminée et les assaillants ont été tués par les forces de sécurité, affirme le porte-parole du ministère de la Sécurité, Mohamed Ahmed Arab. Parmi les 18 victimes de l'attaque figure un Syrien. 10 personnes ont également été blessées lors de cet assaut qui a débuté vers 20h avec l'explosion d'une voiture suicide contre le restaurant. Des assaillants armés ont ensuite attaqué le restaurant Pizza House voisin. Les opérations ont duré plusieurs heures avant que les forces de sécurité parviennent finalement à neutraliser tous les assaillants retranchés dans le restaurant, explique le porte-parole du ministère. L'actualité en Tunisie, l'état d'urgence prolongé. Une mesure prise à cause de l'insécurité aux frontières, surtout le terrorisme, mais aussi la corruption. L'état d'urgence est en vigueur depuis 2015. Il donne des pouvoirs exceptionnels aux forces de défense et de sécurité, interdit les grèves et réunions qui pourraient semer le désordre dans le pays. Selon les autorités tunisiennes, plusieurs cellules terroristes ont pu être démantelées depuis 2015 grâce à l'état d'urgence. Et nous parlons de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Le chef d'État français est arrivé hier à Rabat. Il a été accueilli par le roi Mohamed VI. Au menu de l'entretien entre les deux hommes, la crise dans le Golfe, la situation instable en Libye et le terrorisme dans le Sahel. À Rabat, nous retrouvons Khadim Bay. Le Falcon du président français Emmanuel Macron s'est posé mercredi sur le tarmac de l'aéroport Rabat-Salé à 17h. Accompagné de sa femme Brigitte Macron, la première dame de France, le président de la République française a été chaleureusement accueilli par le roi du Maroc Mohamed VI. Pas d'homme d'affaires dans ses valises comme à son habitude, juste quelques proches collaborateurs. Macron est venu uniquement pour faire connaissance avec le roi du Maroc. C'est une visite express de 24 heures. Hier soir, les deux hommes se sont entretenus pendant 1 heure au palais royal de Rabat. Au menu de leur discussion, la lutte antiterroriste, la crise actuelle dans le Golfe, la Libye ou encore le Sahel. Le Sahel où justement Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, est en train de jouer les équilibristes. Habituellement, la première visite dans le Maghreb du nouveau locataire de l'Élysée est réservée à Alger. On comprend mieux alors le sens du déplacement du chef de la diplomatie française en Algérie. Macron, qui va quitter Rabat cet après-midi, doit d'ailleurs s'y rendre dans les semaines à venir pour rencontrer le président Abdelatif Bouteflika. Khadim Baye, Rabat, Radio Futur Média. Et Babacar, c'est tout. Merci Sorna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Il dort, c'est notre technicien. Point de vue tout à l'heure sur cette question, y a-t-il véritablement une politique d'habitat social
au Sénégal. RFM Sport. Le journal des sports de Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Bonjour à vous Babacar. La suite des 16e de finale cet après-midi, 16e finale de la Coupe du Sénégal de football. L'attraction, une confrontation entre clubs de Ligue 2. C'est celle-là devant opposer Port à la Sonacos de Diourbel à partir de 15h30 au stade Alassane Djigo. À 17h30, c'est AS Pikine qui fait face à l'équipe de Kaffrine, stade Amadou Barry de Guédiawaye. Teungueth FC Renaissance de Dakar, c'est au stade municipal de Cambérène à 16h. AS Cambérène qui fait face à la Renaissance sportive de Yoff à Thiès au stade Maniang Soumaré. Retenez qu'à partir de 16h30, l'Union sportive de Rail fait face à AS Dara au stade Caroline Faye de Mbour à la même heure. C'est Mbour Petite Côte qui accueille l'équipe de Darou Salam. Voilà, c'est bien cela. Djambar, AS Douane, Stade de Mbour, Étoile de Citana, AS Saloum, Djamono Fatick, Sali Sporting Club, tous sont qualifiés pour les 8e de finale, contrairement à l'Union sportive de Gorée, à Guédiawaye Football Club et au Casa Sport de Ziguinchor, mais aussi du Jaraaf de Dakar, qui sont d'ores et déjà éliminés de la compétition Babacar. Le basket, on ne devrait pas attendre Migui Maram Ndiaye. Oui, justement, j'allais enchaîner là-dessus avec, disons, le Jaraaf de Dakar. J'ai terminé avec donc ce club qui, depuis l'avènement, en tout cas, de l'ère professionnelle en 2009, peine en tout cas à s'illustrer. Le Jaraaf qui s'est juste illustré 2 fois en remportant la Ligue 1 en 2010 et la Coupe du Sénégal en 2013. 4 ans que le club de la Médina n'a plus rien gagné malgré ses ambitions. Hier en Coupe du Sénégal, le Jaraaf a été sorti par AS Douane, Migui Maram Ndiaye. L'arrivée de Malik Daf sur le banc des Verts et Blancs n'a finalement rien donné. Comme en 2014, 2015 et 2016, le club mythique de la Médina est passé complètement à côté de ses ambitions. En Ligue 1, le dernier sacre du Jaraaf de Dakar remonte en 2010, un an après le début de l'ère professionnelle. La même année, il perd la finale de la Coupe du Sénégal face au Casa Sport 2-1. Il faut attendre 3 années plus tard pour revoir le club de Ndofène Fall renouer avec le succès. Et c'était en Coupe du Sénégal devant le même Casa Sport au Tirobi. Depuis 2013, le club le plus titré de la Ligue 1 sénégalaise, 11 trophées, n'a pas fait mieux, à part sa position de dauphin lors de la saison dernière. Et pour cette année, le Jaraaf risque de finir au meilleur des cas à la 3e place, pas plus. Le club de la Médina est éliminé en Coupe du Sénégal dès les 16e de finale, une compétition dans laquelle il détient également le record, 13 trophées. Le Jaraaf est également éliminé en Coupe de la Ligue à l'issue des quarts de finale par le Dakar Sacré-Cœur. Au Jaraaf, ça ne décolle plus depuis 4 ans. Migui Maram Ndiaye, le basket chez les dames maintenant, Cheikh Tidiane Diagne, le Duc qui joue sa survie. Oui, c'est cet après-midi en demi-finale, retour du championnat national, avantage pour les Saint-Louisiennes qui ont remporté la manche aller par 8 points de différence, 51-59. Pour les étudiantes, il faut surtout éviter une année blanche selon notre confrère Morbassignan que nous écoutons. Il est joint au téléphone par Sodakam. Ce sera un match difficile pour les deux équipes, surtout pour le Duc qui est face à une impérative de victoire. Le Duc doit gagner pour au moins arracher la belle. Une défaite serait synonyme d'élimination pour le Dakar Université Club. Donc ce sera un match difficile parce que le Saint-Louis Basket Club voudra faire la différence et se qualifier aujourd'hui même pour la finale. Cette saison, les deux équipes se sont croisées à 5 reprises. Actuellement, c'est 3 victoires pour Saint-Louis Basket Club et 2 pour le Dakar Université Club. Donc, cette rencontre sera décisive pour le Dakar Université Club, qui doit égaliser pour arracher la belle. Mais aussi, il faut dire que le Dakar Université Club voudra défendre son titre de champion. Parce que ça fait longtemps que le Duc n'avait pas fait année blanche au niveau des compétitions nationales. Ils ont déjà perdu la Coupe du Sénégal face à l'AS Ville de Dakar. Il leur reste le championnat, sans oublier aussi les coupes régionales. Et comparer un titre de champion à une coupe du maire ou Challenge IAM, c'est diamétralement opposé, il y a une grande différence. Notre confrère Morbassignan retenait que l'autre demi-finale va opposer AS Ville de Dakar au Jaraaf de la Médina Babacar. L'athlétisme, pour finir, dans la capitale du Sud, à Ziguinchor, les autorités appelées à la rescousse. C'est parce que la discipline se meurt faute de moyens adéquats. Hassan Badian, le directeur technique régional, a lancé cet appel au cours des championnats régionaux préparant les championnats nationaux d'athlétisme. Nous l'écoutons, les propos recueillis par la Minba. Ziguinchor est resté pendant 3 ans sans voir de subvention de la fédération.
Vous voyez que 3 ans sans compétition, c'est un aracri pour un sportif. Fort de cela, cette année, ça a été un renouveau, une renaissance. Qui dit renouveau, renaissance, dit espoir. Et nous pensons que nos autorités politiques vont essayer de nous accompagner dans ça. Et par rapport à cela aussi, nous lançons vraiment un appel au maire de la commune de Ziguinchor. Parce qu'à l'image du meeting international de Kolda, c'était le meeting de Ziguinchor qui se faisait tous les 1er mai et qu'on appelait avant le mémorial Émile Badiane, qui est parti maintenant à Kolda. Et voilà que cette année à Kolda, on avait réuni en dehors de tout le Sénégal, il y avait la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, il y avait la Sierra Leone et la Gambie. Donc ça commence à devenir un meeting international. Donc c'est cet appel qu'on voudrait inviter au maire de la ville de Ziguinchor pour que Ziguinchor retrouve sa place d'entente, pour dire que Ziguinchor était même le poumon et l'oxygène de l'athlétisme sénégalais. Le cri du cœur du directeur technique régional d'athlétisme de Ziguinchor. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du jeudi d'Abdoulaye Ndiaye. Ce manque à gagner pour l'économie sénégalaise, 150 milliards de francs CFA de pertes parce qu'il y a des bateaux qui viennent pêcher dans nos eaux illégalement. Récemment, la marine sénégalaise a pris des navires qui étaient justement en train de s'adonner à cette pratique illégale. Au-delà de l'hommage que nous devons à notre marine nationale pour l'arraisonnement réussi de 7 navires étrangers en pêche illégale dans nos eaux, se pose la lancinante question du pillage de nos ressources halieutiques par de gros bateaux-usines souvent venus de loin. Il contribue à hypothéquer l'avenir d'un secteur qui peine de plus en plus à consolider sa place dans notre économie nationale. Longtemps présenté comme l'une des toutes premières activités porteuses de croissance, elle aura rapporté en une année de référence comme 2012 près de 300 milliards de francs CFA pour représenter plus de 12% de nos recettes d'exportation et près de 2% de notre produit intérieur brut. Ces indicateurs suffisent à mesurer l'importance du secteur dans l'évolution de notre richesse nationale. Et nous pouvons ajouter à cela le niveau d'emploi qu'il génère dans ces 2 volets artisanal et industriel. Reste alors une interrogation. Qu'est-ce qui fait que, prise globalement, cette pêche semble aujourd'hui de moins en moins miraculeuse, si on en juge par les cris d'orfraie poussés par bon nombre de ces acteurs? Ils sont généralement ceux qui n'hésitent pas à dénoncer des accords signés avec les Européens ou éventuellement avec la Russie. Ils préconisent même une limitation de leur flotte dans nos eaux. Alors que justement, côté État, l'on se rue vers la signature de transactions à milliards, mais avec comme exigence un fort prélèvement annuel sur certaines espèces comme le thon et le merlu. N'y aurait-il pas nécessité en même temps d'accroître l'aide et la reconstitution des ressources et surtout de veiller à la préservation de certaines espèces comme les poissons pélagiques? Ceci, d'autant plus qu'ils fournissent à nos populations 70% de protéines animales. Il nous faut alors marquer une volonté de rendre durables ces produits par l'application de concepts de plans d'aménagement, de pêcherie ou par des repos biologiques. Nous éviterons ainsi une trop grande marchandisation de nos espaces marins qui prendrait les allures d'un bradage au profit de grands pays mus par les mêmes intérêts devant une ressource épuisable. Notre façade atlantique nous procure des avantages. Elle doit continuer à être une aubaine naturelle pour nos plus de 19 000 pirogues qui s'activent dans la pêche artisanale, ainsi que notre centaine de navires battant pavillon Sénégal et qui en bonne saison débarquent près de 450 000 tonnes de poissons. Le secteur pourrait ainsi retrouver son rôle de grande mamelle de l'économie nationale. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. C'est la revue de presse de Georges Détié-Diop. Opération limogeage dans le camp présidentiel. Ça en a tout l'air. Selon l'Observateur, les premières victimes des investitures sont connues. 2 membres du cabinet présidentiel, Maguette Ngom et Ansoumana Danfa, respectivement conseillers spécial et chargés de mission à la présidence. L'Observateur apprend qu'ils sont passés à la trappe après avoir contesté les choix du chef de l'État. Une sanction que mon confrère assimile à un sérieux avertissement aux râleurs. D'ailleurs, le journal renseigne que d'autres décisions sont annoncées, comme pour dire Mout Mba Mot.
Cette expression fait la une de Vox Populi qui affirme que Macky dicte sa loi. Mout, Mbamot, comprenez, se ranger ou dégager. Les Échos traitent du même sujet. Le limogeage d'un chargé de mission et d'un conseiller spécial. Seulement, Ansoumana Danfa et Magat Ngom, alliés de la première heure, disent n'avoir reçu aucune notification. Allez, restons avec les appréciations que le chef de l'État a des contestations nées des investitures. Le quotidien LAS rapporte que Macky Sall banalise. Pour le journal, la levée de bouclier notée au sein de la mouvance présidentielle n'aime guère le chef de l'État qui reste convaincu d'une victoire éclatante de sa coalition au soir du 30 juillet prochain. C'est dans un entretien accordé à la radio allemande Deutsche Welle que Macky Sall est revenu sur les mécontentements liés aux investitures. Pas surpris par la levée de bouclier. L'AS rapporte que, selon Macky Sall, ces frustrations ne vont pas compromettre la victoire de sa coalition. Macky, 2012, est membre du camp présidentiel et vit une crise. L'observateur s'en fait d'ailleurs l'écho et fait état d'une réunion houleuse des alliés du président. Empoignades et insultes étaient à l'ordre du jour. Un groupe de leaders de Macky 2012 réclame le départ de Moustapha Faltier dont le bilan est jugé catastrophique. La réunion s'est terminée en queue de poisson, selon les frondeurs. La réunion s'est terminée en queue de poisson selon les frondeurs, mais le camp du coordonnateur soutient le contraire et Faltier confie à l'observateur que c'est un putsch qui a lamentablement échoué. En tous les cas, Vox Populi fait savoir que des alliés authentiques réclament la tête de Faltier, même si Adim Bergan Kanouté dément toute crise à Macky 2012. Jetons à nouveau un coup d'œil dans l'observateur, à lire une interview que Tierno Bokoum a accordée au journal. Sa non-investiture, ce que Idrissa Seck lui a dit, son avenir, la place de Idrissa Seck dans la coalition Manko Taxawu Sénégal, un entretien avec le porte-parole de Rewmi à lire aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Tierno Bokoum qui partage la coalition Manko Taxawu Sénégal avec Khalifa Sall. Le maire de Dakar a bouclé 100 jours de prison hier. Ses avocats exigent sa libération immédiate. Selon le quotidien, ses avocats veulent que Khalifa Sall participe à la campagne des législatives comme le permet la Constitution et les différents textes et règlements qui régissent la République du Sénégal. Le Témoin évoque l'insistance suspecte des avocats de Khalifa Sall, son éligibilité. Le Témoin note qu'ils ont à plusieurs reprises martelé que le maire de Dakar ne peut nullement perdre ses droits civiques. C'était lors d'une conférence de presse hier à l'hôtel de ville de Dakar. Et les défenseurs de Khalifa soulignent avec force détail que leurs clients et demeure éligible. Décryptage du journal Le Témoin, les avocats de Khalifa font comme s'ils suspectaient une forfaiture du pouvoir. À la une de la Tribune, les hémodialysés de l'Odantec en danger. Cela du fait de la défaillance constatée dans des générateurs. Selon les malades qui se sont confiés au journal La Tribune, les machines qui doivent les soigner sont plus fatiguées que les malades eux-mêmes. Mais le chef du service de néphrologie, le professeur Boucar Diouf, rassure que le fournisseur s'occupe du remplacement des machines défectueuses. Un coup d'œil dans le journal Stade et Moussa Sow parle de la rencontre Sénégal-Guinée équatoriale qui s'est soldée par un score de 3-0 en faveur des Lions. C'était samedi dernier. Selon mon confrère, l'attaquant ne veut pas pour autant s'enflammer. Il estime que les Lions ont fait montre de beaucoup de lacunes dans leur jeu. Lacunes à corriger avant la double confrontation face au Burkina Faso. Car de l'avis de Moussa Sow, s'ils commettent les mêmes erreurs face au Burkina Faso, ils le regretteront. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur l'habitat social au Sénégal, un salon sur ce sujet se prépare à Dakar. Salon organisé par GFM Entertainment, Rascom et certains de leurs partenaires. Ce sera à partir du 29 juin prochain. C'est le prétexte donc pour nous, pour parler de cette question que sans doute tout le monde se pose. Y a-t-il vraiment de l'habitat social au Sénégal? Nous sommes avec Momar Ndao qui va arriver tout à l'heure. Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal, qui est membre de la commission nationale de la baisse du loyer. Nous aurons également Mamadou Kassé, directeur général de la SNHLM. Apparemment quelques difficultés avec nos interlocuteurs via le téléphone. Le rappel des titres de ce grand journal, la réponse des avocats de Khalifa Sall aux avocats de l'État.
Pas question de cautionner ou de rembourser 1,8 milliard de francs CFA pour obtenir la liberté du maire de Dakar, a dit Maître Seydou Diagne, que vous avez entendu dans ce grand journal. Il était l'invité d'RFM matin aujourd'hui. Le procès des fausses pièces d'état civil de Diourbel, les 3 agents de la mairie prennent 6 mois ferme. La guerre entre comédiens et islamologues, la polémique sur les sketchs Ramadan sur les télés. On en a parlé, le président de l'ARCOT, une association qui regroupe des comédiens sénégalais. Il propose des concertations et une meilleure imprégnation des comédiens sur les réalités de l'islam afin d'éviter les malentendus. Merci à Aliou Diassé qui était à la technique, journal présenté par Babacar Fall. Prochain rendez-vous avec l'information 13h, le grand journal de Sorna Ngonengom. Merci de rester en notre compagnie. Les programmes continuent tout de suite. Dialgati Khibar. Camarade, dama ne bés bu ngeen ma falee dinaa def